Mohamed, donc merci Cédric et merci Mohamed pour l'invitation. C'est la première qu'on reçoit. Je vois qu'il y a Elodie et Anna Mayer qui s'est connectée aussi, donc qui a collaboré à l'ouvrage. Je vais en parler un tout petit peu. C'est la première qu'on a reçue avec Sébastien Martin en tant que directeur scientifique pour présenter pour venir présenter donc ce travail collectif. Donc c'est un plaisir et puis je pense que c'est d'intérêt effectivement dans le cadre d'un réseau régional de recherche qui porte sur les mobilités de présenter un ouvrage qui peut paraître âpre parce qu'il parle de droit, mais en réalité on va voir que à la fois le contenu de l'ouvrage mais aussi ce qu'il vise à présenter euh, et pas du tout enfin est très connecté à un certain nombre de problèmes ou de questions qui sont soulevées dans d'autres sciences ou dans divers secteurs d'activité, parce qu'en réalité, le droit n'est là que pour réglementer, pour réguler un- une nouvelle problématique qui est celle de la mobilité et donc le passage du transport à la mobilité. Donc, c'est un ouvrage qui est assez accessible en réalité. Voilà, pour lire régulièrement des ouvrages juridiques. Bon, même si je suis spécialiste de droit, donc c'est plus facile, mais je vous assure que c'est pas très compliqué. Il y a certains articles qui sont, on va dire, petit peu plus charpentés juridiquement, qui ont un contenu un petit peu plus difficilement accessible que d'autres, mais de manière générale, c'est un ouvrage qui est accessible, y compris pour un public qui n'est pas forcément formé à la matière juridique. Voilà, pour une raison qui est assez simple, c'est qu'il traite d'un secteur d'activité en particulier, et donc il y a des dimensions techniques, économiques, sociales qui sont contenues à l'intérieur. Et puis la deuxième chose, c'est parce qu'on a des auteurs qui sont issus soit du monde professionnel, soit qui sont chercheurs en sciences sociales ou dans d'autres sciences et techniques, et du coup, il y a vraiment une complémentarité des approches. Donc c'est un ouvrage qui s'intitule Le droit des mobilités. Initialement, on avait pensé à l'appeler le droit des mobilités durables. Euh, et en fait, on a retenu ce titre pour une raison que j'expliquerai après, mais qui est que l'un des grands propos de l'ouvrage, c'est de dire qu'il y a un passage du droit des transports au droit des mobilités et que le droit des mobilités pourrait incarner une nouvelle façon de penser le droit des transports, enfin de penser le transport, de penser le déplacement dans les années qui viennent. Donc en quelque sorte, il y aurait une transition d'un droit vers un autre, du droit des transports vers le droit des mobilités, et donc et qui se limite pas simplement aux mobilités durables, même si les mobilités durables sont une part importante de ce nouveau droit des mobilités, c'est pas la seule dimension. Donc euh, donc euh, donc voilà. C'est un ouvrage qu'on co-dirige avec Sébastien Martin, qui est maître de conférence en droit, aussi en droit public à l'université de Bordeaux. C'est un ouvrage qui, à l'origine, trouve son explication dans le cadre des travaux d'une chaire, son origine dans le cadre des travaux d'une chaire qui s'appelle la chaire MOVE, qui est une chaire partenariale dont sont partenaires à la fois des acteurs publics et privés, qui pour la plupart sont d'ailleurs contributeurs à l'ouvrage. Euh, donc cette chaire partenariale, les partenaires sont des mécènes, c'est-à-dire qu'ils ne se prononcent pas directement sur les travaux scientifiques, mais ils ont, avec nous, pu aider à l'identification de sujets juridiques qui concernaient les mobilités. À l'origine, c'était une chaire qui avait une dimension très énergie, c'est-à-dire que les questions qui s'étaient posées à nous, c'était des questions très précises et pratiques je suis un opérateur gestionnaire de réseau de distribution. Est-ce que je peux diversifier mes activités pour mettre en place, par exemple, une station d'avitaillement en gaz, si je suis un gestionnaire un gestionnaire de réseau de distribution de gaz. Donc, c'est des questions assez précises comme ça. Quel est le cadre juridique? Est-ce que j'ai légalement le droit de le faire? C'était aussi des questions qui concernaient le droit à la prise. Il y a un article dans l'ouvrage qui porte sur cette question. Donc, notamment, est-ce qu'il y a un droit à la prise pour un copropriétaire ou un locataire d'un habitement, d'une habitation collective?
et quel est le cadre juridique et quels sont ses droits et quelles sont les conditions de ce droit à la prise s'il existe. Donc, c'était des questions assez précises comme ça. Et en fait, le fait d'y travailler avec des acteurs du secteur, ça nous permettait, à nous, juristes, d'avoir des sujets vraiment immédiats, euh, soit sur des micro-sujets comme ça, soit sur des plus grandes problématiques. Donc, voilà, un travail qui s'inscrit dans le cadre de la chaire MOVE. C'est une chaire qui est. Donc, il y a beaucoup d'acteurs à l'intérieur: communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées, communauté de communes de la Cortèze, communauté d'agglomération du Pays Basque, Enedis, qui est un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, le syndicat d'énergie des Pyrénées-Atlantiques, qui est devenu territoire d'énergie, le syndicat des mobilités du Pays Basque, Terega, EDF et Safran. Donc, c'est dans le cadre de ce travail qu'a commencé l'ouvrage. Et après, c'est greffé à ça un autre projet de recherche qui s'appelle Energy Justice and the Social Contract et qui sera la prolongation du travail sur les mobilités qu'on a mené. Voilà, donc je vais commencer à présenter cet ouvrage. Je voudrais juste adresser un remerciement à Élodie Annamayer, que je n'ai pas eu encore l'occasion de remercier en public pour le travail qu'elle a effectué dans le cadre pour la rédaction de cet ouvrage. Elle a contribué à la coordination opérationnelle de l'ensemble de nos travaux. Et On ne t'entend plus, Louis. Ton Le micro est micro est coupé. coupé. Ton micro est coupé, Louis. ah oui, pardon. Ce que je disais, c'était donc Élodie nous a beaucoup aidé parce qu'il y avait 70 auteurs qui étaient réunis sur cet ouvrage. 70 auteurs qui sont encore une fois issus de mondes divers. On a des gens de la direction juridique d'EDF, des chercheurs en droit, des chercheurs qui interviennent dans d'autres disciplines. Je pense à Aurélien Bigot, la directrice juridique de la Commission de régulation de l'énergie, des chercheurs en histoire, Mohamed Mosba, qui a contribué aussi à cet ouvrage. Voilà, un certain nombre d'avocats, voilà, donc de doctorants, de post-doc. Donc, il y a vraiment une somme très importante d'auteurs et qui intervenaient sur des champs divers. Et voilà, donc c'était quand même une gageure de travailler à réunir tous ces auteurs autour de cet ouvrage, mais Elodie nous a beaucoup aidé là-dessus. Donc le contexte général euh, qui a fait qu'on s'est penché sur cette question, c'est une évolution et une émergence de nouveaux modes de déplacement. Donc ça qu'on observe à la fois en milieu urbain, mais aussi en milieu rural. En milieu urbain, avec de nouveaux moyens de mobilité, la trottinette électrique, tous les engins de déplacement personnel. En milieu rural ou en milieu semi-urbain et même en milieu urbain, la question du véhicule électrique, donc ces modes de déplacement. On voit bien une question aussi qui était celle d'intégrer des enjeux qui étaient divers, des enjeux économiques, des enjeux industriels, des enjeux environnementaux, des enjeux sociaux, des enjeux techniques, et de le traduire dans la règle de droit. C'est-à-dire que le droit des mobilités tel qu'il émerge euh, euh, vise plusieurs objectifs: la lutte contre le réchauffement climatique, la protection de l'environnement, les dimensions sociales, les dimensions économiques, la caractérisation d'enjeux industriels, l'inclusion du numérique, voilà, un nombre très important d'enjeux. Et tout ça, il fallait le traduire juridiquement en changeant la logique selon laquelle on concevait le droit des transports, qui était un droit sectoriel, en fait, qui concernait l'aérien, le ferroviaire, le routier. Et l'idée, c'était vraiment pour nous ben, de réfléchir à ce passage, à cette bascule du transport à la mobilité. Et qu'est-ce que ça renvoie en termes de nouvelles façons de gouverner les mobilités, en termes d'institutions, en termes de nouvelles normes juridiques. Voilà. Alors, il se trouve que, en plus, cet ouvrage intervient quelque temps après deux lois qui sont venues inscrire le mot de mobilité dans des textes législatifs: la loi MAPTAM de 2014 et la loi d'orientation des mobilités de 2019. Là, c'est même dans son titre. Et donc, l'objectif de cette loi, et notamment de cette seconde loi d'orientation des mobilités, c'était bien d'impulser une dynamique nouvelle
avec une vision plus englobante, plus synthétique de la façon dont on voit le transport et le déplacement dans la société. Alors, ça a des implications juridiques assez fortes, on va le voir, parce que l'idée, c'est plus simplement de réglementer un secteur d'activité en particulier, un moyen de transport en particulier, mais c'est bien d'avoir des règles qui concernent globalement, systémiquement, la façon dont on se déplace et on est transporté dans notre société. Donc ça, c'est le contexte. Et ensuite, du point de vue de la méthodologie, on a un ouvrage qui rassemble donc une soixantaine de sujets. L'idée pour nous, c'était de bâtir un ouvrage où on ait des avant-propos qui ont été rédigés par Sébastien, Martin et moi-même. Ces avant-propos mettent en exergue les diverses parties de l'ouvrage, enfin, permettent d'expliquer les diverses parties de l'ouvrage. Et ensuite, on a des analyses par sujet. Et sujet par sujet. Je vais les présenter ensuite, mais pourquoi est-ce qu'on a retenu, pourquoi est-ce qu'on a fait ça plutôt que de rédiger un grand ouvrage unifié dans son ensemble? C'est parce que ça nous paraissait méthodologiquement le plus important, parce que le droit des mobilités n'est pas complètement uniforme, il n'est pas complètement rassemblé. Le droit des mobilités, c'est en fait une série de sujets concret qui se pose au législateur, qui vient réglementer tel point, qui vient se poser à la société. Et du coup, il était nécessaire, en quelque sorte, de donner cette vision de petits points euh, de détails qui, quand on prend du recul, trouvent une cohérence d'ensemble qu'on a appelé le droit des mobilités. Donc, c'était notre méthodologie. Pour éviter le problème des incohérences, des imperfections, etc., on a préféré analyser sujet par sujet pour en retirer une cohérence d'ensemble. L'autre point méthodologique qui est important, c'est qu'on s'est ouvert à d'autres sciences, les sciences humaines, les sciences sociales, les sciences techniques, parce que ça, bon, moi, c'est une des manières que j'ai de travailler, c'est que on ne peut bien réfléchir à des sujets juridiques aujourd'hui que quand on est ouvert à d'autres disciplines, l'économie, la sociologie, la géographie, l'anthropologie, euh, je vais en oublier plein, mais y compris les sciences et techniques, les sciences ingénieriales, les mathématiques, etc. Pourquoi? Parce que les sujets qui s'offrent à nous ouvrent forcément ce type de questions. On ne peut pas traiter du mass mobility as a service sans avoir des compréhensions de base de la manière dont ça fonctionne du point de vue numérique, du point de vue de la conception technologique. Et donc, on a besoin de ces analyses ouvertes à d'autres disciplines. Et également, notre idée, c'était de faire participer des opérateurs et des acteurs du secteur pour avoir leur vision des choses. Voilà, donc en somme, c'est un ouvrage que j'ai là, hein, qui fait à peu près 500 pages, euh, que vous pouvez lire euh, en tout ou partie. C'est-à-dire que je pense vraiment que il y a des sujets qui peuvent vous intéresser euh, sans forcément que vous soyez obligé de lire tout l'ouvrage. Mais voilà, il y a une série de sujets qu'on aborde et qui peuvent plus ou moins vous intéresser en fonction de de vos tropismes. Et donc, je pense que c'est un ouvrage qui peut être d'utilité collective. Donc, pour le présenter sommairement, on a un plan de l'ouvrage qui est conçu de la manière suivante. Une introduction sur le concept du droit des transports au droit des mobilités, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut dire dans le cadre de cet ouvrage. Et vous voyez que cette partie introductive, elle est très abondante. Et pourquoi est-ce qu'elle est très abondante? C'est parce qu'il fallait qu'on justifie notre sujet, c'est-à-dire en quoi il y a un passage du droit au transport au droit des mobilités. Euh, alors, le plus simple, ça aurait été de dire, il y a un passage du droit au transport au droit des mobilités parce que la loi LOM, comme je l'ai dit tout à l'heure, le dit, la loi du 24 décembre 2019. Mais il faut rester méfiant hein, au regard parfois du contenu euh, ou de l'intitulé d'une loi. C'est pas parce qu'une loi dit qu'elle souhaite passer du transport aux mobilités que ce passage est réel. Donc, il fallait aller observer si vraiment il y avait un sujet juridique de passage d'un droit qui était sectoriel conçu sur les transports à une approche plus englobante, plus systémique, invitant aux mobilités.
Donc ça, c'est ce qu'on a fait dans le cadre de cette partie introductive, avec d'abord une étude du concept de mobilité décliné par le droit, où on a réfléchi à qu'est-ce que ça signifie le concept de mobilité et en quoi on passe à un droit des mobilités. Le droit au transport, au droit à la mobilité, d'aller vérifier s'il y avait vraiment un changement effectif d'un point de vue juridique entre cette conception du droit au transport et cette conception du droit à la mobilité, la question de la reconnaissance et de l'effectivité, etc. Ensuite, on est passé sur une approche sectorielle pour aller voir secteur par secteur quels étaient les apports de cette conception de mobilité. Est-ce que ça change quelque chose pour la mobilité aérienne, pour la mobilité maritime, ferroviaire, routière, fluviale, spatiale? Est-ce que le transport de marchandises est aussi concerné le transport des humains? Et on est allé vérifier du côté des autres disciplines, d'un point de vue linguistique, pour aller voir quelles étaient les utilisations du terme de mobilité, et notamment tous les discours sur la mobilité durable. De quoi parlait-on exactement par mobilité durable? Puis une approche sociologique, géographique et historique. Ensuite, on a, une fois qu'on a assis cette introduction, on a plusieurs parties. Une partie sur l'organisation et la gouvernance des mobilités. Donc, voilà, on a un passage du transport à la mobilité. Qu'est-ce que ça implique en termes d'organisation et de nouvelle gouvernance des mobilités? Euh, Quelle est la part de l'Union européenne sur la construction du droit des mobilités? Comment concrètement en France se met en place cette gouvernance des mobilités et ce rôle nouveau des autorités organisatrices des mobilités? Est-ce que ça change quelque chose du point de vue des logiques contractuelles, des logiques partenariales? euh, le principe de la participation citoyenne, voilà, le rôle du régulateur, à la fois de la RT, qui change fondamentalement, qui passe d'un rôle multisectoriel, d'un régulateur multisectoriel des transports à une régulation intégrée au service des mobilités. Donc, organisation et gouvernance des mobilités. Deuxième point, sur l'aménagement territorial et les mobilités. On le sait bien, hein, les nouvelles mobilités ont des conséquences géographiques, spatiales, d'aménagement, d'infrastructure. Et du coup, tout ça implique de réfléchir à l'intégration de ces nouvelles mobilités, à la conception de ces mobilités, du point de vue de la planification, du point de vue du droit applicable et du point de vue de l'aménagement territorial. Et donc, ça, c'est l'enjeu de cette seconde partie. Une partie 3 sur la mobilité durable. L'idée, c'était d'aller voir ce que la mobilité nouvelle pensée par la loi française implique de durabilité, quelle forme ça prend, cette mobilité durable, de quoi parle-t-on exactement, quelles sont les manifestations de cette mobilité durable, et ensuite des cas concrets, par exemple sur le développement des zones à faible émission mobilité, vous savez, qui a donné lieu à un renoncement de la part de l'État, enfin s'inédier sur l'extension de ces zones, et donc une réflexion menée sur les enjeux de durabilité liés à des instruments porteuses de la politique de mobilité durable. Mobilité et énergie, c'est la même question, et ça participe de ce que je disais tout à l'heure comme, on va dire, approche englobante nécessaire de la part des personnes publiques. Quand on réfléchit à la mobilité électrique, on doit forcément réfléchir à l'EV charging, aux unités de recharge du véhicule électrique. Donc, on doit réfléchir à la planification. Donc, on doit réfléchir au renforcement des réseaux de transport d'électricité ou de distribution d'électricité. Donc, on doit réfléchir aux conditions d'implantation de ces stations, aux conditions de fourniture de l'électricité. Voilà. Et tout ça, évidemment, engendre des conséquences juridiques assez fortes. Donc, voilà, là, c'est une série de questions, le droit à la prise, le choix de l'énergie, mobilité, électricité, le point de vue du groupe EDF, hein, je vous ai dit, parole d'acteur tout à l'heure, mobilité hydrogène, mobilité gaz, etc. Le numérique, bon, je pense que Mohamed en parlerait mieux que moi, certainement, mais euh, d'un point de vue juridique, les enjeux du numérique sont énormes, que ce soit les plateformes collaboratives qui invitent à une protection du droit des travailleurs, les questions des données à caractère personnel qui invitent à une protection également juridique face à ces mobilités urbaines qui émettent de la donnée qui est collectée, qui peut être utilisée à des fins diverses, commerciales ou autres, et tout ce nouveau cadre, le Mobility as a Service, hein, qui est évidemment un sujet important, l'open data et les mobilités, ça c'est Mohamed qui l'avait traité, et la question centrale de la cybersécurité.
La régulation des mobilités, c'est un enjeu alors important et qui ne se limite pas simplement à réguler le développement des trottinettes électriques dans les rues parisiennes. Il y a vraiment un certain nombre de sujets qui sont posés. Quelle nouvelle police de la circulation? Quel droit de la concurrence? Quelle régulation du free floating, évidemment? Quels enjeux de sécurité routière nouvelles se posent? Et quelle conciliation des enjeux entre la sécurité routière, la mobilité et les enjeux de développement durable, hein? Quand on limite la vitesse sur les routes à 80 km/h, on vise à la fois une mesure de protection de la sécurité routière, mais aussi enfin de protection de l'environnement. Donc voilà, l'idée c'était d'aborder ces sujets. Et enfin, la question de la mobilité et de la protection des usagers, droit de la consommation, les questions de précarité et les questions de mobilité solidaire, qui est un concept visé par la loi LOM. Et enfin, une conclusion générale faite par un professeur de droit public français qui s'appelle Fabrice Melleret et qui se pose la question de savoir si le droit des mobilités existe vraiment. Et en conclusion de cet ouvrage, ce qu'il dit, c'est bah oui, le droit des mobilités existe. La preuve, j'ai un livre qui s'appelle Le droit des mobilités dans les mains. Donc voilà, c'est un peu une preuve par l'absurde. Mais cela dit, ça pose une vraie question qui est celle de savoir quelle place exactement occupera ce droit des mobilités dans les années qui viennent d'un point de vue juridique. Et de ce point de vue-là, il y a plusieurs possibilités qui s'ouvrent. Soit ça pose la question de l'autonomie de ce droit, soit le droit des mobilités devient une branche du droit des transports, c'est-à-dire on garde un droit des transports aériens, un droit des transports ferroviaires, un droit des transports routiers, et à côté, ça collerait un nouveau droit des mobilités qui serait en quelque sorte la manière dont on gouverne, enfin, qui concernerait les enjeux, on va dire, inter, euh, interthématiques, transversaux et la manière dont les collectivités publiques peuvent organiser cet ensemble. Euh, Ça, c'est la première possibilité. On a une deuxième possibilité, c'est que le droit des mobilités devienne le droit commun d'un droit spécial des transports, de plusieurs droits spéciaux des transports. En quelque sorte, ce serait le socle sur lequel ensuite viendrait se décliner l'ensemble des droits des transports. Et l'implication, c'est que ces droits des transports devraient respecter le contenu de ce droit des mobilités. Et la troisième hypothèse, c'est une intégration totale du droit des transports dans le droit des mobilités qui deviendrait autonome, en quelque sorte. Donc, moi, dans mon article introductif, ce que je pose comme hypothèse, c'est que l'hypothèse que le droit des mobilités devienne le droit commun des droits spéciaux des transports est le plus probable. Et donc, il faut en voir les caractéristiques. Et c'est là que je vous propose de basculer sur le temps des caractéristiques. Donc, euh, je vais aller assez rapidement là-dessus. C'est impossible de présenter très succinctement 500 pages parce que chaque thème nécessiterait quasiment 2 heures de conférence. Donc, je vais aller extrêmement vite sur les conclusions principales de notre ouvrage. Première conclusion, c'est que le concept de mobilité, il n'est pas nouveau. En réalité, il a toujours existé, qu'il a même été pensé par d'autres, les géographes, les sociologues, les historiens, mais que le concept de mobilité tel qu'il est prévu par la loi LOM de 2019, il emporte une vision différente de celle du droit des transports, parce qu'il passe à une logique englobante des mobilités et qui a des conséquences effectives. Déjà, il y a des nouvelles terminologies juridiques, le droit à la mobilité, les autorités organisatrices des mobilités, les plans de mobilité, mais tout ça, en fait, a pour conséquence d'être décliné dans des sujets particuliers de régulation, d'intervention publique, de gouvernance, de limitation ou d'incitation d'initiatives privées, qui en fait a vraiment une conséquence effective. Voilà. Euh, donc, ce concept des mobilités, il n'est pas nouveau, mais le fait qu'on l'ait inscrit dans la loi et qu'il soit approprié par le législateur, bah, fait rentrer le droit des transports dans une nouvelle ère, en quelque sorte, et en plus a des conséquences complètement opérationnelles. Les conséquences opérationnelles, on le voit d'abord dans la manière dont on organise et on gouverne les mobilités. Euh, le, Peut-être que les deux défis principaux, pour ne pas rentrer dans l'ensemble des détails, c'est l'idée que, ne serait-ce que pour l'autorité de régulation des transports,
il y a un défi considérable qui est celui de passer d'un régulateur euh, modal pour chaque mode de transport à un régulateur intermodal. Et dans l'idée que les missions nouvelles qui s'ouvriront à lui seront de mieux connecter les transports dans l'idée de favoriser la mobilité, c'est-à-dire le transfert d'un endroit A à un endroit B, euh, sans considération du moyen avec lequel on se déplace. Et ça entraîne évidemment des enjeux nouveaux. Le deuxième enjeu très fort est celui en matière de gouvernance des mobilités, de la complexité de la mise en place des autorités organisatrices des mobilités et la complexité de leur mission, parce qu'elles ont pour mission justement cette bascule du transport à la mobilité qui justement nécessite de repenser les services de transport privés, publics en les connectant entre eux, y compris avec des outils technologiques comme le Mobility as a Service. Mais le problème principal qui se pose à eux, à ces autorités, c'est la question institutionnelle, du périmètre géographique sur lequel elles sont compétentes, des moyens réels dont elles disposent pour pouvoir mettre en œuvre justement ces ambitions multimodales et intermodales pour que concrètement ça se traduise sur le terrain euh, par des actions qui fonctionnent. Donc, ces questions d'organisation et de gouvernance des mobilités, c'est un des premiers points opérants qui est soulevé dans le cadre de cet ouvrage. On a un deuxième point qui est celui de l'aménagement territorial. L'aménagement territorial, euh, il est évidemment central dans le développement des transports et des déplacements. Pourquoi? Parce qu'on a un défi qui est double. Le premier défi, c'est celui de mailler l'ensemble du territoire national, de manière à ce qu'on ait vraiment un accès à un droit à la mobilité, et donc de supprimer les zones blanches et d'autre part, le deuxième enjeu de l'aménagement territorial, c'est de différencier les approches, donc d'avoir une approche voilà, qui est vraiment adaptée en fonction de la spécificité des territoires ruraux ou urbains qui sont confrontés à des problématiques qui peuvent être différentes. Or, aujourd'hui, en fait, l'une des principales conclusions à laquelle on arrive dans l'ouvrage, c'est qu'on a une planification qui est très complexe parce qu'elle est à l'intersection de plusieurs politiques publiques pour aménager le territoire. On a des documents d'aménagement du territoire, les SCOT, les SRADET, etc. On a des documents d'urbanisme, les PLU, etc. On a des planifications spécifiques sur les mobilités. On a des planifications spécifiques sur l'énergie, sur le climat, et que tout ça rend en fait l'aménagement territorial complexe parce que la planification n'est pas suffisamment claire et c'est un frein en quelque sorte à cette bascule du transport à la mobilité. La deuxième chose qu'on constate, c'est un grand problème ingénierial de réalisation et on a vraiment des territoires à plusieurs vitesses hein, sur le territoire national, entre ceux qui sont très bien dotés ingénieriellement et donc qui peuvent mettre en place des plans de mobilité efficaces, le traduire dans des actions opérationnelles, en assurer le suivi, faire le lien avec l'ensemble des services des collectivités qui sont compétents, et puis d'autres qui sont moins dotés. Et donc, on voit bien des espèces de fractures qui sont en train de naître en matière d'aménagement du territoire. Et donc, ça, c'est un des sujets qui est évoqué dans les diverses contributions de l'ouvrage. En matière de mobilité, de mobilité durable, ce qu'on observe d'abord, c'est que d'un point de vue juridique, on a une sémantique, enfin, on a beaucoup de termes qui sont utilisés, mobilité propre, mobilité douce, et, et, et en fait, il n'y a pas d'unification autour d'un concept clair de ce qu'on vise par la mobilité durable. Euh, on- Ça peut paraître anecdotique, cette question purement linguistique, mais en réalité, ça démontre bien le fait que le, 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 le cadre précis de la mobilité souhaitée par l'État demain n'est pas encore complètement figé. Je vais prendre un exemple qui est celui des des ZFE, hein, qui était vraiment un outil d'impulsion de la décarbonation des mobilités urbaines. Bah, on voit bien que ça avait été pensé dans une logique de durabilité, mais pas forcément dans une logique de mobilité. Je m'explique, c'est-à-dire que les ZFE avaient été conçus comme un outil excluant de certains véhicules en raison des pollutions de leur impact du point de vue de la pollution.
Et en fait, on se rend compte que ça n'a pas été pensé du point de vue de la mobilité parce que elles n'étaient pas intégrées dans une réflexion de, OK, on interdit certains véhicules sur le territoire, mais quelle solution de nouvelle mobilité on propose en alternative à cette exclusion de véhicules? Or, c'est pour ça que cette question de la mobilité durable, elle est extrêmement importante parce que on ne peut pas déconnecter l'enjeu de durabilité de l'enjeu de mobilité et les deux doivent être plus synergétiques, entre guillemets, pour pouvoir favoriser, un, l'appropriation par les acteurs, y compris les usagers du véhicule, l'autosoliste, mais deux, pour rendre la vie possible, en quelque sorte, en matière de déplacement et donc assurer une vraie mobilité. Donc ça, c'est un sujet illustratif, on va dire. Sur l'énergie, il y a tout à faire également, hein. Euh, j'ai parlé du sujet du droit à la prise, il y a un article très bon de ce point de vue dans l'ouvrage. Il y a aussi l'enjeu des communautés d'énergie qui est importante, c'est-à-dire que dans un modèle énergétique décentralisé où des personnes produisent de l'énergie euh, et la consomment pour divers usages, y compris alimenter son véhicule électrique, il y a un lien nécessaire à établir entre les énergies qu'on choisit. L'électrification, la place de l'hydrogène, la mobilité gazière. Et aujourd'hui, clairement, en matière juridique, le droit de l'énergie est complètement déconnecté du droit des mobilités. Or, on voit bien la nécessité d'assurer une meilleure interaction entre les deux pour favoriser des nouveaux modèles. Sur la mobilité et numérique, donc je vais aller aussi rapidement. On a beaucoup de questions qui sont soulevées évidemment par beaucoup de technologies du numérique. Peut-être juste pour revenir sur la question du MAS, le MAS, Mobility as a Service, pose énormément de questions. Le MAS, c'est en quelque sorte une application numérique qui est développée par un territoire ou pour un territoire qui le commande, qui a vocation à favoriser l'intermodalité à travers une billettique unique, à travers un calcul d'itinéraire, une billettique unique et, et, euh, et voilà. Et en fait, ces questions du MAS vont intégrer des services qui sont déjà rendus sur le territoire et se pose la question de la qualification de cette infrastructure, puisqu'elle est essentielle à la survie de certaines activités qui vont devoir accéder à ce MAS. Et notamment, les questions de droit de la concurrence sont importantes, comme la question de la protection des données personnelles. Quelles données sont collectées, comment est-ce qu'elles sont protégées, comment est-ce que l'anonymisation est faite, voilà. Donc l'ouvrage porte également sur ces questions-là, donc d'éviter les distorsions de concurrence avec des nouveaux outils technologiques, mais aussi des questions de protection des données commerciales ou personnelles. La régulation des mobilités, ben, celle-là, elle est constante et elle invite à s'interroger juridiquement, c'est-à-dire, ben, on a vu intervenir des ornis, c'est-à-dire des objets roulants non identifiés, et comme l'étaient les trottinettes électriques. Et la France a mis beaucoup de temps en fait à réglementer là-dessus. Pourquoi? Parce que notre réglementation n'était pas prévue pour accueillir ce type d'engins. Ils n'étaient pas visés par des dispositions particulières du code de la route. Donc, il était très, très compliqué de prévoir un régime d'encadrement. Enfin, il était très compliqué. Il n'y avait pas de régime d'encadrement qui était prévu du point de vue de la police de circulation pour ces engins. Donc, on a vraiment un cadre régulatoire qui évolue avec des lois, avec des qualifications juridiques nouvelles pour venir encadrer ces nouvelles technologies. Mais ce que je voulais dire, c'est que de ce point de vue-là, il est important de fixer un cadre général de réflexion parce que pour l'instant, les législateurs et les pouvoirs réglementaires, voire les autorités publiques locales, elles courent toujours après la technologie. C'est-à-dire que les technologies sont tellement inventives que le régulateur intervient, enfin le pouvoir public intervient après et parfois longtemps après que la technologie soit déployée sur le terrain. C'est pour ça que de l'analyse prospective d'un point de vue juridique pour essayer d'imaginer de nouvelles règles sur des technologies à venir paraît importante pour mieux gérer les flux et l'insertion des technologies, notamment sur l'espace public, et éviter et favoriser aussi leur appropriation sociale. Hein.
Euh, sur la protection des usagers, donc on a aujourd'hui, alors c'est un peu le même sujet que celui que j'évoquais sur le caractère transversal de la problématique. On a notamment Blanche Lormeto qui a fait un très bon article là-dessus, sur la question de la mobilité solidaire. Et en fait, en expliquant que euh, la mobilité solidaire, c'est un concept c'est une notion hein, qui est contenue dans la loi L'Homme, qui relève de trois champs: le transport des personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap, la continuité territoriale et la mobilité des personnes économiquement ou socialement défavorisées. Mais en fait, ce qu'elle explique, c'est que cette mobilité solidaire, elle pourrait être réfléchie comme étant à l'articulation de l'ensemble des politiques publiques et donc de l'ensemble de la réglementation, afin que, en fait, c'est pas du tout la même chose d'avoir une mobilité solidaire qui est incluse comme un des principes fondamentaux sur lequel doit s'éployer la construction d'une politique ou d'une réglementation des mobilités, que de concevoir une mobilité solidaire comme simplement un axe du droit des mobilités. Parce que en termes d'infrastructure, en termes d'aménagement territorial, en termes de soutien à l'investissement, ben voilà, la réglementation se conçoit différemment. Donc, moi, j'ai trouvé que cette approche, elle était intéressante parce que finalement, elle vient légitimer une chose que je disais au départ, c'est que si un droit des mobilités émerge, et c'est ce que je crois, il va être nécessaire de lui appliquer des grands principes directeurs, des grandes lignes directrices selon laquelle doit être conçu ce droit des mobilités. Et il me semble que la notion de solidarité est un de ces aspects essentiels. Voilà. En somme, et pour conclure, l'objet de cet ouvrage, c'était de convaincre que le droit des mobilités existe et existera et a vocation à se renforcer, à se consolider, parce que c'est un mouvement social et qu'on voit pas, enfin, qu'il est difficile de voir ce qui pourrait venir le limiter ou le contrarier. Voilà. Partant de là, euh, ça, c'était notre premier objectif. J'espère qu'il est atteint et je pense que, en tout cas, ça commence à se diffuser un petit peu quand j'entends les uns et les autres parler dans ce qu'on appelle la doctrine, c'est-à-dire les juristes français. C'est que je crois que le terme le droit des mobilités commence à être utilisé et donc peut-être acquis. Donc, cet objectif serait rempli si c'est le cas. Et, et donc, on va essayer de promouvoir cet ouvrage pour dire, ben voilà, il existe aujourd'hui un droit des mobilités. C'était pas acquis, hein, la LOM vise effectivement l'orientation des mobilités, mais parle surtout du droit à la mobilité. Donc, plutôt sous l'angle de est-ce qu'un usager peut accéder à la mobilité? Donc, grosso modo, au moyen de se déplacer, quel que soit le moyen de transport. Nous, on dit qu'il y a un droit des mobilités qui implique de revoir systémiquement la manière dont on agence les institutions, les règles, etc. Ça, c'était notre premier objectif. Le deuxième objectif, c'était de dire, si ça, c'est validé, si les gens sont d'accord, enfin, si les professionnels du secteur, les juristes, etc., les décideurs publics sont d'accord, ce droit des mobilités, il faut lui donner un corps, c'est-à-dire des orientations, des principes fondamentaux et un contenu normatif. Et ça, ben, ça se discute. Voilà, nous, on a soulevé un certain nombre de sujets. On n'a pas de prétention à avoir résolu tous les problèmes, hein. On a simplement parfois soulevé des questions. Mais si on veut mettre de l'ordre et organiser tout ça, les juristes aiment bien l'ordre social, si on veut organiser tout ça, ben, il faut mettre des principes. Il faut prévoir des institutions nouvelles. Il faut réagencer le système de manière à ce qu'il voilà, à ce que ben, ils permettent effectivement de faire cette transition du transport à la mobilité. Et donc ça, c'était le deuxième objectif, c'était de donner un corps. Voilà. Et la troisième chose, et c'est peut-être ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est de convaincre par-delà les juristes et par-delà les décideurs publics et ceux qui vont venir discuter avec les décideurs publics de comment est-ce qu'on établit la règle, c'était de convaincre socialement, parce que ce basculement conceptuel du transport à la mobilité, s'il est réalisé par chacun d'entre nous, et ben en fait, il change en quelque sorte la vie, puisque il est très euh, opérationnel, ce concept. C'est-à-dire, une fois qu'on l'a bien intégré, qu'on l'a conceptualisé, il change son rapport au déplacement. Et
Et je pense que le droit peut servir à ça. Voilà, le droit peut servir à des citoyens à se dire, bah, j'ai ce droit en fait à accéder à la mobilité, mais il existe aussi un droit des mobilités et donc les pouvoirs publics en sont comptables. Mais moi-même, je dois m'inscrire dans ce cadre-là. Voilà, c'est en quelque sorte l'effet performatif du droit, donc l'effet agissant du droit, et c'est ce on a posé cette première pierre-là, et je pense qu'on pourra, sur cette pierre, peut-être édifier de plus grands édifices, notamment dans le cadre du R3. Voilà, c'était ma présentation de l'ouvrage. Merci Louis. Merci beaucoup pour la qualité de la présentation et la qualité de l'élocution. C'est assez limpide. Et puis, bah, tu fais le lien avec le réseau R3 Mob. Bah, tu te rappelles notre ambition, c'est la mobilité propre pour tous. Tu mets de l'énergie justement dans ton droit des mobilités. Et puis tu dis à l'instant qu'effectivement la mobilité devient un droit peut-être dont l'État doit garantir justement à tout citoyen la capacité de pouvoir le faire. C'est complètement en accord, comme je le disais dans l'invitation au réseau à participer à cette première animation scientifique. C'est complètement dans notre sujet. Et donc, je te remercie vraiment très sincèrement pour justement cet exposé-là. L'ouvrage a l'air riche, extrêmement riche. Je propose d'ouvrir la session de questions si tu as encore un peu de voix, Louis. Euh, Ouais, avec plaisir. Merci. Est-ce qu'il y a des premières questions, peut-être, allumez vos micros de manière à justement à ce qu'on puisse passer ce dernier quart d'heure justement sur l'après droit des mobilités notamment. Je veux bien prendre Benoît, je t'en parole, si vous prie. voulez. Bien le bonjour à tous. Bravo, merci. Presque que du bonheur. Et je vais vous dire pourquoi. Avant d'être un agent territorial qui s'occupe de l'innovation dans les entreprises autour de la mobilité ou des mobilités terrestres, j'ai eu le plaisir de diriger pendant 5 ans une société publique locale qui avait pour vocation de faire de l'autopartage de voitures électriques. Et Louis, vous ne pouvez pas savoir comment le nombre de choses, de points que vous avez abordés m'a touché, m'a ramené à ces années passées. Pourquoi? Parce que en introduisant dans le paysage des mobilités des solutions de déplacement, un outil comme ça d'autopartage de voitures depuis la place publique, je me suis très très vite posé le problème avec une orientation client au cœur du système, usager au cœur du système, de continuum de mobilité. C'est-à-dire qu'une personne veut tout compte fait aller de A à B, ça touche un peu cette notion de droit des mobilités, comment on peut lui assurer en quelque sorte la chose. Voilà. Donc, on n'est pas là pour parler de ma vie passée, mais ce que je veux Non, mais dire, si, c'est intéressant, ces retours d'expérience, justement. Ah ouais. et dans cette affaire, et c'est le point que je voulais aborder sous forme de, pas de boutade, je trouve pas mes mots, j'ai pas votre éloquence. Mais je crois que je n'ai pas entendu une seule fois le mot assurance qui a été prononcé. Et mon Dieu, je pense que cet ouvrage va pouvoir participer à l'évolution du comportement des assureurs. Les assureurs qui ont de plus en plus de difficultés à se positionner sur plein de choses, qui veulent assurer de moins en moins les choses. Et je vous explique le point sur lequel j'avais travaillé à l'époque, Mhm. sans succès, par immaturité, par jeunisme des choses nouvelles que nous mettions en place. À savoir que on était parti avec quelques assureurs de la place de Niort, vous savez qu'il y a une espèce de concentration d'assureurs à Niort, de Sèvres, sur l'idée non pas d'assurer un vecteur de mobilité et les personnes dedans, loi Bandater, je crois, ou des choses comme ça, mais c'est vous le juriste, c'est pas moi. Et on était parti sur l'idée d'assurer la personne en mouvement, la personne en déplacement, la personne en mobilité. J'avais Mhm. trouvé que le fait de retourner cette chaussette était intéressante. Et à l'époque, on n'avait absolument pas abouti à quoi que ce soit, parce que ce continuum de mobilité, on avait du mal à l'établir. On s'est attaché à l'établir de façon technique, interopérabilité, intermodalité, avec un même abonnement, accéder à tel vecteur, tel vecteur, tel vecteur. Ça, on avait réussi à le bâtir, mais on n'avait pas réussi à aller beaucoup plus loin encore là-dessus. Donc, je ne veux pas monopoliser la parole, mais je voulais dire cela
je pense que sur l'assise de cet ouvrage collectif, ensemblier, concaténé et de convergence pour bâtir ce droit des mobilités, je pense que vraiment il y aura un terreau fertile pour reprendre ces travaux qui n'avaient pas abouti à l'époque sur cette notion de continuum de mobilité. Pardon, j'étais un peu long. Non, non, C'était mais presque un témoignage et je trouve que c'est enthousiasmant. mais alors, merci bah, déjà du retour. Et après, le témoignage est vraiment très intéressant parce que, alors peut-être qu'Élodie va me corriger, mais il me semble que la question assurantielle, elle est vraiment pour nous traitée de manière elle est traitée dans le cadre justement de ces questions des régulations nouvelles qui ont posé des questions, qui ont posé des questions assurantielles en matière de sécurité routière, de régulation du free floating, etc. Mais la question que vous soulevez, c'est ça, hein, Elodie. Il ne me semble pas on n'a pas d'article. Vas-y. C'est ça, c'est ce que tu dis. Mais on n'a pas d'article spécifiquement dédié. Mais par contre, c'est un vrai sujet, cette question du continuum de mobilité, parce que euh, en fait, ça participe de la complexité juridique parce que une assurance, c'est un contrat qui doit assurer la survenance d'un dommage dans le cadre d'une activité qui doit être précisément identifiée, Oui, avec des conditions d'engagement qui doivent être précisément identifiées. Mais la question redoutable là, que vous soulevez, c'est si on passe sur une logique intermodale et que donc il y a une continuité qui est associée à un droit à l'usager de se déplacer, où est-ce qu'on vient situer la part assurantielle? Est-ce que l'assurance couvre la totalité oui. du déplacement ou est-ce... Enfin, je vois bien la question que vous soulevez, on ne l'a pas traitée et typiquement, c'est le type de sujet qu'on peut réfléchir de manière prospective. Et d'ores et déjà, il y a des questions qui pourraient être soulevées, enfin, qui vont être soulevées, par exemple, dans le cadre d'un MAS, hein, qui Oui. nécessairement va intégrer des... Oui. Ah ouais. Non, mais et alors c'est un sujet très riche, hein, la question assurantielle. Et vous voyez, typiquement, c'est un truc qu'on n'a pas à traiter. Donc il reste là, il y a un travail à faire. C'est Oui, mais certain. vous avez, enfin, c'est ce que je voulais dire. L'ouvrage, c'est un terreau pour travailler là-dessus. Et c'est génial. Parce qu'en fait, Ouais, vous avez discrétisé sur tous les sujets que vous avez abordés là. Et l'assurance va, enfin, ouais, alors je prends l'exemple de l'assurance parce que ça m'est apparu tout de suite en pensée et en expérience. Et c'est vraiment Pourquoi on n'a pas abouti alors ça fait maintenant une dizaine d'années? Parce qu'on n'avait pas cet outil, parce qu'on n'avait pas cette discrétisation du sujet, euh, cette, euh, cette vue, cette vue-là. Il n'y avait pas la loi L'Homme non plus. Mais enfin voilà quoi. Donc certes, vous ne l'avez pas traité, mais il y a plus qu'à quoi. ben, moi, en fait, c'est un peu ce que je disais. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est à partir du moment où on réussit collectivement à faire rentrer un concept dans la conscience collective, mais y compris des opérateurs eux-mêmes, en fait, leur façon de traiter leur métier va changer et toutes les questions que vous soulevez, y compris la question assurantielle sur comment est-ce qu'on assure un déplacement quand il est conçu de manière intermodale, bah, va se poser, en fait. Oui, oui, Et du coup, c'est ça que je trouve assez intéressant. Enfin, là, c'est le juriste qui parle et si je prends du recul par rapport au sujet, c'est à quel point un concept va systémiquement changer tout et avoir des impacts métiers extrêmement forts. Effectivement, complètement. là, pour les assureurs, il y a typiquement des produits nouveaux à penser en matière assurantielle, c'est certain, hein. Donc je dis mon dernier item aussi en forme de reformulation. Le droit des mobilités est-il le droit au continuum de mobilité? Y a-t-il confusion des choses? Pour le moins, le droit au continuum de mobilité, je ne l'ai pas vu bien écrit, mais mettons-nous à la place de l'usager, notamment par exemple dans le cadre du pendulaire domicile-travail, qui est quand même celui qui contraint le plus les hommes et les femmes dans leur vie. C'est un vrai sujet et je pense que votre ouvrage va pouvoir nous aider ou aider les gens de l'art, hein, puisque je ne pense pas faire partie de ce collège-là, à réfléchir là-dessus. Voilà, je ne veux Non, pas mais monopoliser la non, mais parole, mais bravo. il s'adresse pas qu'à ce collège-là, on est d'accord. Et ce dont vous parlez sur le continuum, c'est l'esprit du droit à la mobilité, Oui, qui est intégré, mais un peu différent du droit des mobilités, mais il en est la conséquence oui, nécessaire. C'est-à-dire, le but à terme, c'est effectivement de permettre, et là on en est très loin, hein,
c'est de permettre à chacun, en sortant chez lui, de trouver des moyens de déplacement pour se rendre dans un endroit. Et charge, alors ça, je ne l'ai pas dit, mais pour la collectivité publique, c'est très différent en termes de mission. C'est-à-dire que l'État, qui devait jusqu'à maintenant organiser des services publics de transport, ferroviaire, mettre en place des infrastructures qui permettent le déplacement des activités commerciales aériennes, prévoir pour les collectivités du transport urbain, etc. En fait, ce rôle de l'État du service public de transport devient un rôle d'organisation d'activités de services privés ou publics de déplacement, mais la collectivité a la charge d'en assurer la coordination, la cohérence d'ensemble dans une idée de continuum, justement. C'est-à-dire que l'idée, c'est de permettre d'éviter la rupture et donc d'offrir des alternatives d'offrir des alternatives à l'autosoliste. Oui. Ça, c'est une des solutions et un des défis pour la collectivité. Bon, j'arrête là, mais bon, on est d'accord. Et moi Est-ce qu'il y a aussi, pour d'autres que les autres puissent s'exprimer. Merci beaucoup. Merci Benoît. Oui, Merci Louis. D'autres Cédric. questions éventuellement? Ouais. Oui, c'est Cédric Mohamed. Merci Benoît pour l'intervention et un grand merci à lui et à Sébastien et Elodie pour ce travail de très grande qualité, vraiment bravo. D'abord, la méthode, je pense que c'est un peu l'esprit du réseau R3. Tu t'es appuyé sur divers profils. Je rassure tous les collègues qui sont là, si j'ai écrit dedans, j'ai pas, c'est que le livre ne sera vraiment pas difficile à lire. Je suis loin d'être un spécialiste de droit, mais je pense que ces regards croisés sur une question aussi importante, et comme enfin, l'exemple qu'a pris Benoît illustre bien la chose, alors moi, je me suis trouvé à gérer des problèmes où on a un mélange d'open data et de data qui viennent d'ailleurs, et comment on fait. Donc, et d'ailleurs, c'est une question enfin, Benoît qui porte plein de projets, de gros projets de la région, et que le sujet est posé pour Ferro Campus et pour l'ensemble des projets collaboratifs et pour la mise en place de ce qu'il appelle, lui, alors c'est une vision partielle de masse, mais plus généralement, le mixage un peu de données mobilité qui viennent d'un peu partout, parce que les mobilités produisent beaucoup de données. Et ces données, après, comment on fait pour les partager? Comment on gère les données publiques, les données privées, les données des partenaires. Et donc, il y a beaucoup de questions qui sont juridiques qui sont ouvertes. Donc, c'est un ouvrage, je pense, basique, c'est une référence. Et peut-être l'intérêt qu'il a, cet ouvrage, c'est qu'il permet ce regard croisé de plusieurs disciplines. Et je pense que c'est intéressant. Alors, moi, j'ai une toute petite question, parce que je crois que le temps est limité. On parle de plus en plus aussi dans le cadre de ces mobilités de ce qu'ils appellent bien commun, hein, en regardant les données. Alors, c'est un mouvement qui ressemble un petit peu à ce qu'a connu le logiciel libre il y a une trentaine d'années. Est-ce que tu as vu ça quelque part, ces notions de bien donné pour, pour les données mobilité? Est-ce que les juristes voient ça? Parce que le sujet se pose, hein, les biens communs, ce sont des données qui peuvent servir à plusieurs partenaires qui sont comme le nom le dit, hein, des biens communs qui peuvent être utilisés pour des services par les chercheurs, les entreprises, les développeurs. Est-ce que ça, c'est une notion que les juristes voient ou c'est encore loin? Bah, oui, alors déjà, merci également pour ton retour. Ensuite, il y a deux questions, en fait. La première question qui est celle de la donnée, effectivement, en matière de transport et de mobilité plus générale, qui est, comme tu le dis, abondante parce qu'il y a beaucoup de technologies numériques qui en favorisent, favorisent la prolification, quoi. Donc, il y a des réglementations existantes concernant la collecte, l'usage, l'ouverture, la protection. Ça, c'est des choses qui sont déjà qui existent, qui doivent sans doute être approfondies. Moi, je ne suis pas directement spécialiste de droit des données, mais qui nécessitent d'être approfondies. Mais il y a déjà une réglementation assez forte de ce point de vue-là.
Après, il y a la question du bien commun et qui est vraiment, pour moi, la question centrale, alors, sur laquelle peut-être je suis un peu plus à l'aise, en ce qu'elle est liée à la donnée. C'est-à-dire que c'est autre chose de prévoir enfin, c'est une chose différente de concevoir une réglementation des données pour en favoriser la collecte, l'usage collectif, le traitement, la valorisation, que ces données soient issues du public ou du privé, l'anonymisation, la protection, enfin, etc., que de le concevoir sous l'angle du bien commun. La question du bien commun, elle est intéressante parce que elle soulève elle-même des sous-questions qui sont celles de quelle appropriation collective on peut avoir de ces données, quelles règles de gouvernance on lui fixe, et ce en quoi, euh, du point de vue du bien commun, on peut décider collectivement de son affectation, c'est-à-dire ce à quoi elle sert. Là, on rentre sur d'autres questions juridiques qui, celles-là, sont moins creusées. C'est parce que ça va soulever un certain nombre de questions derrière. C'est euh, la création institutionnellement de création de banques de collecte, enfin, d'espèces d'organisations de collecte des données locales qui sont produites, qui vont être produites en masse par les services de mobilité, par le MAS aussi, qui va en produire beaucoup. La manière dont c'est organisé collectivement de manière à ce que l'affectation de ces données et leur valorisation éventuelle soit décidée par le collectif. Euh, euh, et dernièrement, de ce à quoi elles vont servir. C'est-à-dire, est-ce que ces données euh, servent à la connaissance parce qu'on la, on la met à disposition, éventuellement on la travaille afin qu'elle soit facilement accessible à, je sais pas, des chercheurs, et est-ce qu'on s'en sert à des fins de développement commercial qui vont venir agréger des services sur des services? Voilà, c'est une question importante, cette question du bien commun, parce qu'elle en fait, elle permet d'interroger autrement la question dont on réglemente les données. Donc, pour résumer, aujourd'hui, on a bien une réglementation des données qui, qui, qui protège, qui réglemente la collecte, etc. Mais il n'y a pas vraiment d'intégration de ce concept de commun et qui est pourtant essentiel parce que si le but c'est de construire un espace collectif où il y ait des mobilités, une mobilité possible sans rupture, etc. Il faut nécessairement, enfin, il faut nécessairement concevoir la donnée comme un outil indispensable parce qu'il y a des technologies numériques qui vont se greffer là-dessus. Et voilà, donc cette question du bien commun, elle est centrale pour moi. Et ben, ça, c'est un travail de recherche à mener. Comment est-ce que, il faudrait prendre un exemple tout simple, c'est comment est-ce qu'à l'échelle d'une autorité organisatrice des mobilités, on conçoit, avec le concept du bien commun, une gouvernance collective des données de mobilité et qu'on décide collectivement de ce à quoi elle va servir pour créer de nouveaux services, de la recherche, etc. Mais c'est une vraie question, hein. C'est une vraie question. Merci beaucoup. Partie des sujets. Cédric, Ouais, oui. merci Mohamed. Ouais, ça fait partie des sujets notamment qu'on a abordés avec lui dans le cadre de projets qui sont montés, qui sont encore en audition. Donc effectivement, c'est un sujet sur lequel il faut battre le fer. Parce que Louis, comme tu me soulignais, c'était un sujet sur lequel il y a matière encore à travailler et à réfléchir. Juste très rapidement, Louis, moi j'ai deux petites questions, s'il n'y a pas d'autres questions, donc désolé, je prends le pas. Sur l'ouvrage en tant que tel, tu dis que tu soulèves des sujets d'évolution encore par rapport au code qui existe. Ma question est la suivante. Quelle est l'interaction et la portée qu'il peut y avoir de cet ouvrage auprès de la chancellerie? Ça, c'est ma première question. Et deuxième, qui est liée aussi, hein, et notamment en lien avec tout ce qu'on vient d'échanger ensemble, tu parlais tout à l'heure de l'évolution de la ZFE. Je prends cet exemple-là, au niveau des évolutions. Tu parlais de l'évolution de la ZFE qui a pas été la loi n'a pas été rédigée sous l'angle de la mobilité. Est-ce que tu penses, dans l'intérêt du réseau R3Mob, que l'expérimentation, justement, que l'on peut mener au sein des différents laboratoires, peut servir justement à remonter de l'information et à cadrer une règle associée. Alors, sur ta première question, donc le- très clairement, le but, alors je pense que c'est le but de tout chercheur, c'est de faire en sorte, enfin, peut-être pas, enfin, si, quand même, je pense. C'est de faire en sorte qu'il y ait un impact, alors j'aime pas trop le mot, mais de ces travaux. Donc,
le but d'un juriste, c'est quand même d'être lu par les personnes qui vont prendre la décision par la suite. Donc, il se trouve que l'autorité de régulation des transports nous a indiqué son intérêt à co-organiser un événement, alors auquel on pourra associer le R3, je pense que ce serait bienvenu d'ailleurs, euh, qui devrait peut-être avoir lieu au mois de mai, enfin c'est les dates qu'ils nous ont indiquées, en présence de représentants du ministère, dans l'idée qu'on puisse présenter l'ouvrage et peut-être élaborer, là j'ai dressé un portrait très large, mais élaborer une série de sujets, de propositions concrètes, de modifications législatives souhaitables pour intégrer cette logique de mobilité, ou en tout cas de grands sujets à traiter pour l'avenir. Donc ça devrait être, être effectué. La question que tu poses, elle est passionnante et je pense que ça pourrait donner lieu à un super projet de recherche. C'est de proposer à l'État, euh, avec une collectivité pilote ou plusieurs, enfin une, c'est déjà pas mal, de, de réfléchir aux moyens interdisciplinaires, scientifiquement, de construire une ZFE euh, acceptable, appropriable par les gens, avec les moyens de la technologie numérique, les moyens d'une réglementation sur mesure, d'une économie bien pensée, peut-être du concept de commun sur, à voir. Très clairement, c'est une expérimentation locale d'une ZFE bien pensée, ce serait vraiment utile. Euh, je- j'ai suivi de près ces questions des ZFE à l'époque. Il y a eu plein de cabinets de conseil qui ont accompagné les collectivités pour le mettre en place, etc. Mais l'université française produit quand même de l'intelligence collective et utile. Et Tout à fait. typiquement là-dessus, c'est dommage, tu vois, qu'on n'ait pas un collectif de chercheurs qui soit capable de dire à l'État, ben nous, on veut bien accompagner un projet de mise en place d'une ZFE et on vous propose, ouais, l'assistance à maîtrise d'ouvrage, quoi. Et alors après, les conditions dans lesquelles ça se passe, mais très clairement, je pense qu'on serait utile là-dessus. Et en plus, c'est nécessaire parce que, bon, j'ai vu ce que proposaient les cabinets de conseil. Bah, ils proposent ce que ça proposait les cabinets de conseil, c'est-à-dire des choses, c'est bien organisé, etc. Mais là, les dimensions, elles sont beaucoup plus profondes et beaucoup plus complexes, me semble-t-il. Donc, après, comment on le fait? Il faudrait inventer un nouveau cadre expérimental. Peut-être que le R3 pourrait proposer quelque chose là-dessus. Une collectivité qui souhaiterait être test, ce serait super, hein. Écoute, on prend l'idée. On prend l'idée avec grand plaisir. Il y a peut-être des sujets, parce que pour en avoir discuté avec certaines métropoles qui ont l'obligation, hein, comme tu le soulignais, c'est une loi, hein, qui ont l'obligation de mettre en place la ZFE, et ils sont absolument pas sur du punitif, hein, ils sont sur du... Leur idée, c'est du report modal. C'est ce que tu disais tout à l'heure, hein, c'est la ZFE n'est pas pensée mobilité. Or, dans l'application, les métropoles sont en train de dire, mais comment est-ce qu'on peut faire du report modal, justement? Et pas forcément de verbaliser, et pas forcément verbaliser. Donc, cette question, effectivement, on peut le prendre au sein du réseau. Alors, c'est une question qui va être urbaine, hein, principalement urbaine, donc qui a un périmètre un peu plus restreint que ce que doit aborder le R3 Mob. Mais on prend bien volontiers Mohamed, hein, Mohamed, Yacine, les deux pilotes du réseau, hein, qui sont présents. Je pense qu'on peut prendre l'idée que soulève Louis avec grand intérêt. Yacine, Mohamed. Absolument. Non, mais tu sais que dans le projet Scale Consommer, il y a pas mal de cas d'usage sur la mise en place. Alors, c'est vrai que c'est avec une solution plutôt technique Oui, de la ZFE. Je pense que bon, ça sera un petit cas d'usage, mais qu'on peut généraliser et on peut proposer au réseau oui, tout à fait. peut-être de réfléchir sur un travail beaucoup plus large en intégrant plusieurs expertises. Absolument. Tout à fait. Est-ce qu'on a un peu dépassé le temps? Merci pour ta disponibilité, Louis. Est-ce qu'il y a d'autres questions éventuellement? Merci beaucoup, Louis. Juste, Cédric, peut-être tu annonces la prochaine fois parce on part à Limoges, même On part à si Limoges, Dominique. Je ne sais pas si Dominique de il est dans Micro une est, autre est réunion toujours là. Il là-bas. est Mais peut-être c'est parti quoi sur le une autre sujet? réunion. Tu peux nous annoncer le sujet? La prochaine réunion, c'est le 6 mars. C'est le 6 mars prochain. On va parler électromobilité en milieu rural. Donc sujet là aussi qui a besoin, où il y a besoin de réglementation. Tu l'as abordé, Louis, dans le cadre de la présentation de ton ouvrage, les questions d'aménagement de territoire.
Voilà, donc il y a des chercheurs de Limoges et de Poitiers et qui se sont associés avec d'autres chercheurs pour travailler sur cette question de l'électromobilité en milieu rural. C'est le 6 mars prochain de 13h30 à 14h30. D'ici là, je vous enverrai l'ensemble des invitations et puis les rappels qui vont bien, effectivement, pour ce webinaire. Un très grand merci, Louis. Effectivement, et l'appel a bien été reçu de rester en contact justement sur le suivi de cet ouvrage, la poursuite et les évolutions potentielles de cet ouvrage. C'est un fil conducteur qu'on va suivre justement sur toute la vie du réseau, je pense. Bon, ben merci à vous et à bientôt. Du coup. À très À bientôt. bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.